Mathieu Archambault, prenez donc le micro. Alors vous êtes, on va plutôt vous classer dans la catégorie des journalistes et des formateurs. Vous écrivez dans une revue, donc celui qui écrit dans une revue, c'est par définition un journaliste, hein, si je ne m'abuse. Vous êtes un chroniqueur. Dans vos carnets, vous saluez les pionniers, vous saluez leur œuvre. Est-ce que finalement l'agriculture écologiquement intensive, c'est un travail de pionnier de votre point de vue? Ou est-ce qu'on revient vers des pionniers anciens? Alors sur mon métier, c'est vrai que les traces écrites sont plus persistantes, c'est pour ça qu'on me prend pour un journaliste. Mais en fait, la plupart de mon emploi du temps, c'est la formation sur le terrain. Donc c'est plutôt verba volante, là, du coup. Voilà, plus. Sur la notion de pionnier, oui, parce que vous avez lu, c'était le dernier article que j'ai publié sur le site internet. J'ai lu les deux sur les pionniers. D'accord, mais plus bas, il y avait plein d'autres choses. Hein. Oui, mais j'ai lu autre chose, ne vous inquiétez pas, vous verrez tout à l'heure. Sur la notion de pionnier, donc le poste auquel vous faisiez référence, en fait, il y avait quelque chose qui m'avait intéressé dans l'ouvrage de Marcel Mazoyer sur les agricultures du monde, et qui disait en fait que la fin des famines en Europe était arrivée en fait après la Révolution française. C'était tout simplement parce qu'on avait abandonné la jachère et qu'à la place, en fait, on avait mis, ce qu'a dit Monsieur Moreno, des pâtures avec des mélanges avec des légumineuses, des graminées, des crucifères. On a pu élever plus d'animaux, il y a eu plus de fumure animale, et puis petit à petit, en fait, la technique a fait que l'Europe a arrêté d'avoir faim. Mais ce qui était intéressant de voir dans ces systèmes-là, c'est des systèmes qui sont connus qui étaient connus déjà 2 siècles auparavant, qui étaient pratiqués dans les Flandres. Et c'est en fait le changement de contexte politique de l'Europe qui a accédé au libéralisme avec la Révolution, qui a permis cette révolution agricole. Donc en fait, je soulignais juste le fait que, si on parle donc du métier de diffuser la connaissance, on va dire, qui est mon métier de tous les jours, c'est le changement qui est en train de se créer dans nos sociétés qui va permettre le développement de ce qu'on a appelé l'agriculture écologiquement intensive. Enfin, j'y reviendrai dessus. Oui, vous allez revenir parce qu'en fait, dans un de vos carnets, vous parlez de ces 3 piliers. C'est un peu comme le triptyque développement durable. Vous pouvez dire à ceux qui n'auraient pas lu ça, quels sont les 3 piliers de l'agriculture écologiquement intensive selon vous? Alors, je ne vais pas parler de l'agriculture écologiquement intensive, je ne sais pas encore ce que c'est. Ah, pourtant, Non, il y a des pistes, et puis on les a soulevées pendant 2 jours, on va pouvoir y revenir. Moi, mon métier, c'est de parler de l'agriculture de conservation. Donc en fait, conservation du sol. Voilà, donc qui à mon avis est un système qui peut rentrer dans le cadre d'une intensification écologique des agrosystèmes. L'agriculture de conservation, c'est partir du principe en fait qu'une prairie ou une forêt en fait va produire sans aucune intervention de l'homme une certaine quantité de biomasse. Malheureusement, généralement cette biomasse n'est pas forcément directement utile à l'homme. Donc après, on est obligé de piloter les systèmes pour y arriver. Et donc en fait, si on observe une forêt ou une prairie, il y a 3 facteurs. Le premier, c'est que le sol est couvert de façon permanente. Dès qu'il va être nu, en fait, il va être soumis aux agressions climatiques, qu'il s'agisse de l'eau ou des températures, et il va se dégrader. Donc on perd de la fertilité, et donc on va être obligé de la remplacer avec des intrants. La deuxième chose, c'est qu'il n'est jamais travaillé. C'est-à-dire qu'un sol est un écosystème à part entière. Je crois qu'on commence à faire des analyses d'ADN, si j'ai bien compris, des sols, donc c'est peut-être un organisme vivant. Donc il a sa propre logique et on n'a entre guillemets pas à la perturber. Après, on a juste à gérer en fait des compromis. Et la troisième chose qu'on appelle en agriculture de conservation la rotation, pour moi c'est autre chose. C'est l'agencement en fait dans le temps et dans l'espace de différentes espèces végétales entre elles. Alors on retrouve la rotation qui est la succession des cultures entre elles. On pourrait trouver l'association des espèces entre elles, comment on les associe. Et puis après, il y a plusieurs dimensions. C'est aussi comment est-ce qu'on associe l'arbre et puis les cultures. Et là, c'est ce qu'on a vu ce matin dans les systèmes tropicaux. Donc voilà un petit peu l'agriculture de conservation. Elle s'est développée au démarrage parce qu'on avait découvert les herbicides. Et que les herbicides ont permis au début d'éviter d'avoir à travailler le sol pour se débarrasser d'un salissement. Alors ça donne des systèmes très simples comme vous avez en Argentine par exemple, où on fait du labour chimique avec du glyphosate et de la monoculture de soja. Alors pour moi là on sort du cadre de ce que j'appelle l'agriculture de conservation. Par contre, ce qui était intéressant avec ces systèmes-là, c'est de voir qu'il y avait possibilité de faire autrement. Et aujourd'hui, il y a des systèmes qui sont de plus en plus complexes qui commencent à se mettre en place pour savoir, au lieu de faire une gestion des systèmes par le vide, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se débarrasse de tout ce qui vit sur le sol pour n'imposer que la culture ou les cultures, alors que ce soit traditionnellement on parlait de binage hier soir,
une destruction mécanique par binage ou une destruction chimique, pour moi, les deux, c'est une réflexion conventionnelle. Et après, c'est là où l'écologie devient intéressante. Je ne suis pas agronome de formation, je suis écologue. C'est comment est-ce qu'on gère des équilibres. Et là, on sait que c'est beaucoup plus stable, on sait que c'est beaucoup plus économique, mais par contre, c'est beaucoup plus complexe. Est-ce que c'est comment faire cohabiter cette biomasse dont vous dites qu'elle n'est pas utile à l'homme, encore qu'on pourrait lui discerner probablement une utilité? J'ai pas dit ça, mais on ne peut pas se nourrir de bois. Voilà, c'est ça. Donc pas utile alimentairement en parlant pour l'humanité, et ce qui est au contraire utile. C'est ça, c'est comment faire coexister ces deux choses-là sans travailler le sol, sans lui apporter des intrants autres que celui de notre connaissance. C'est votre formule à vous, ça. Hein, l'intrant, c'est la connaissance. Et sans le labourer, sans le retourner, sans le martyriser, en quelque sorte. C'est ça l'idée? Oui, mais en fait, c'est pas très simple. C'est-à-dire que dans la réalité, ça c'est des grandes idées. Ça, c'est la théorie. Oui, c'est ce qu'on dit en 5 minutes pour présenter l'agriculture de conservation. Quand on est sur le terrain, ces 3 principes, en fait, la réussite et l'articulation de ces 3 principes, ça repose sur une infinité de détails techniques. De connaissances très précises qui demandent de l'expérience et justement d'aller échanger. Et en fait, on est juste en train en agriculture, on est juste en train de gérer des compromis. Voilà. Alors, ce que vous mesurez, vous, en étant informateur, vous êtes un formateur qui est appelé ou un formateur qui vient comme un pèlerin ou comme un prophète dire voilà, écoutez, regardez comment on peut faire. Vous êtes de quel type de formateur? Alors j'évite j'évite d'être un prophète. Ouais. En fait, moi j'essaie vraiment dans la formation de me cantonner, même si il ne faut absolument pas, j'y reviendrai tout à l'heure, ne pas réduire l'agriculture l'AEI à ça. J'essaie de me cantonner à la connaissance technique, à chacun de l'appliquer dans ses systèmes. Parce que ce qui est très important aussi, c'est la diversité des systèmes qui sont présents. C'est-à-dire, par exemple, en agriculture bio, le fait de s'être privé depuis longtemps de la béquille chimique, qu'il s'agisse de la fertilisation ou de la chimie, a forcé les agriculteurs à trouver des pistes de solutions. Mais comment est-ce qu'on utilise les associations d'espèces, etc. D'un autre côté, les gens qui se sont dit moi, je ne veux plus toucher au sol, il a fallu trouver des pistes pour ne plus toucher, etc. Et en fait, c'est la diversité, on parle de biodiversité, mais elle s'applique aussi à l'homme, c'est la diversité des points de vue et des systèmes. Et des comportements, des comportements techniques. Et c'est là où nous, on intervient en tant que revue TCS. Notre seul métier, il n'est pas très compliqué, c'est juste de mettre de l'huile dans les rouages. C'est-à-dire que nous, notre but, c'est on ramasse l'information et on la redistribue. Alors, ça va être de prendre l'information qui est émise par la recherche, que ce soit la recherche fondamentale ou appliquée. Il y a énormément de résultats à travers le monde, donc on va faire tout ça, on va le digérer, on va dire, pour les agriculteurs. On va également prendre les expériences, par exemple, chez Monsieur Morino. On viendra peut-être vous interviewer. On va aller prendre les expériences des uns et des autres un petit peu partout, on va dire, en France, puis maintenant un petit peu en Europe et puis ailleurs. Le but, c'est que les gens qui sont impliqués dans l'agriculture, donc les agriculteurs, les techniciens, les chercheurs, disposent du plus d'informations possible pour pouvoir réagir et s'adapter. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. On vous appelle pour avoir cette information et pour échanger avec vous. Pour vous dire, voilà comment on fait nous, comment font les autres, expliquez-nous. Et au bout du compte, ça avance, on applique ces nouvelles méthodes-là et vous mesurez le résultat. Alors sur l'évolution de ma vision des choses en tant que formateur qui parcourt un petit peu la France, c'est vrai que ça a été assez intéressant. La revue a 12 ans. Donc au démarrage, c'était les TCS, techniques culturales simplifiées. Hein, à mon avis, le terme est très mal choisi, mais c'est pas simple. Non, parce que c'est très complexe au contraire. Voilà, avec une vision très mécanique des choses, on va réduire les charges, on va réduire le temps de travail. Hein, c'est suite à la PAC et puis on va dire à l'ouverture des prix sur le marché mondial, hein, ce qu'avaient connu les Amériques avant. Et puis, petit à petit, s'est construit l'agriculture de conservation. Donc après, ça a été dans un petit milieu de pionniers, d'associations, des formations, on va dire, entre nous, avec quelques groupes éclairés à droite à gauche qui avaient commencé depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a à peu près 3-4 ans, on a vu les chambres arriver, les chambres d'agriculture. Donc on a commencé à faire énormément de formations. Ce qui nous a beaucoup aidé d'ailleurs, ça a été l'obligation de couvrir les sols, directive nitrate. Alors ça, je dois dire que ça a été une directive formidable pour pouvoir communiquer, parce qu'en fait,
pendant ces 3 dernières années, on nous a demandé de parler de couverts végétaux. Alors bien entendu, on en profitait pour parler de plein d'autres choses, mais ça c'est voilà. Et on voit arriver depuis, je vais dire 1 an, peut-être un petit peu plus d'1 an, maintenant tout ce qui est le système coopératif, les négoces, etc., etc. Bon, donc ça progresse et au fond. Bien entendu, ça progresse. Alors, le levier, c'est l'échange. Parce que on entend Jacques Morino dire finalement faut discuter, faut échanger. On vous entend vous dire aussi faut échanger. Ça c'est un levier essentiel. C'est le partage de nos connaissances respectives, de nos idées respectives, c'est ça? Alors, enfin, oui, on peut dire ça comme ça. Après, sur la connaissance en elle-même, en fait, on va dire, c'est pas très sorcier. C'est les bases de l'agronomie. Hein. Bon, tout ça, ça a été mis au jour. Par contre, un des freins au développement, c'est qu'aujourd'hui, comme on s'est facilité la vie avec, on va dire, le pétrole et puis la chimie, le niveau de connaissance générale de l'agriculture a fortement chuté, et tant mieux pour moi parce que ça me permet de travailler. Mais je dis ça en plaisantant, bien entendu. Donc là, c'est un des freins. Et puis, par contre, pourquoi est-ce que ça change et pourquoi ça évolue? Pour moi, c'est parce que, un petit peu comme au moment de la Révolution, on rentre dans une période de crise. Et il y a plein de choses qui sont remises en cause. Et ça me fait revenir d'ailleurs là c'est juste le sentiment que j'ai eu sur ces 2 jours, sur l'agriculture écologiquement intensive. Je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est le choc entre les 2 termes qui produit des étincelles. Alors après, il faut que ça... Ça s'appelle une différence de potentiel. Oui, c'est très bien, c'est comme ça qu'on fait du courant. Et il y a notamment un aspect qui me semble important. Il y a une vision qui est assez... scientifique, écologique, que je partage, et sur le système, la technique pure qui est en cause. Donc on fait de l'écologie, et il y a une autre vision des choses qui dit en fait, il y a eu aussi une perte de valeur dans le système agricole. Quelle est la place de l'homme? Et c'est vrai qu'il ne faut surtout pas oublier dans cet écosystème qu'il y a effectivement les plantes, les animaux et tout ça. Mais je ne l'ai pas redit parce que M. Moreno l'a dit, c'est que la base, c'est le sol. Et il y a aussi les êtres humains. Donc après, en plus de ça, à mon avis, il y a aussi un problème politique. Alors au fond, ce que vous nous avez expliqué, c'est un peu semblable à ce que nous a dit Jacques Moreno. Il y a un moment où on se met en danger. Et on décide d'opter pour quelque chose de nouveau. Et puis, faut qu'on trouve la solution, et on la trouve en marchant. Et on la trouve en échangeant. C'est ça un peu la mécanique de l'histoire. Alors ça, on va dire, c'est ce que j'entends dans vos propos. Oui, mais on va dire que c'est pour les gens qui ont la capacité de pouvoir évoluer. Oui, moi je cherche levier et obstacle. Alors, levier et obstacle. Voilà, donc je cherche ça dans tout ce que vous me racontez. Donc je trouve à peu près ça. Merci beaucoup.